Alors bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la médiathèque de Chaponneau. Nous allons vous présenter aujourd'hui un ensemble de livres, de documentaires, d'albums, de bandes dessinées pour tous les âges, principalement des nouveautés. Certains, j'imagine, ce seront des coups de cœur. Donc l'ensemble de la médiathèque va vous présenter ça tout de suite. Avant de commencer, on va parler comme d'habitude de nos animations. On va avoir prochainement en fait les animations habituelles des vacances scolaires. Donc on aura comme d'habitude un ciné-goûté pour les plus petits de 2 à 7 ans, un ciné-goûté pour les plus grands à partir de 6-7 ans. La projection de film se fera pour les plus jeunes le 13 avril à 16h et pour les un peu plus âgés, ce se fera le mercredi 20 avril à 15h. On a aussi 2 oreilles en éventail, donc c'est notre sieste littéraire, cette fois-ci qui seront spécial polar pour la séance ado-adulte. Et une séance sur les minuscules de Roald Dahl pour séance jeunesse, ado-jeunesse, de 7 à 10 ans, donc c'est pas vraiment pour les ados. La séance ado-adulte se déroulera mardi 12 avril à 14h, et la séance pour les 7-10 ans se déroulera jeudi 21 avril à 14h, et donc toutes ces animations sont comme d'habitude gratuites, mais sur inscription. Voilà, donc on va pouvoir passer au cœur de notre podcast. Avec les présentations de livres, on va commencer par la jeunesse. Tout à fait. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter un album, donc un album première lecture qui s'appelle Paloma et le vaste monde, écrit par Véronique Ovaldé, donc qui vous parle peut-être puisque c'est une romancière. Hein. Donc pour ceux qui la connaissent, c'est vrai qu'elle a toujours des histoires de femmes, des histoires qui se situent toujours dans des endroits avec des noms un petit peu improbables, j'allais dire, mais qui est très très attiré par tout ce qui est Espagne, Amérique du Sud, voilà. Et on retrouve dans cet album cette ambiance-là. Donc c'est l'histoire de trois filles. 3 filles qui sont, on voit rapidement, qui habitent chez leur maman, qui vivent dans leur petit appartement et qui ne sortent pas de leur village, de leur quartier et de leur village surtout. Donc 3 filles très différentes et très vite on s'aperçoit donc que Paloma, celle du milieu, a des envies de partir. Donc on va vite comprendre pourquoi elle ne peut pas sortir, on va dire, de chez elle, parce qu'il y a eu un drame dans la famille, un papa aventurier, un papa qui était pilote d'avion, qui est décédé, donc une maman qui surprotège ses filles. Donc au fil des pages, alors il y a une illustration aussi très particulière qui joue sur les couleurs. On passe du gris à des images très colorées quand les choses sont, on va dire, un peu plus gaies. Et puis donc cette jeune fille qui souhaite vivre, qui souhaite partir, qui souhaite arrive à convaincre sa maman de la laisser partir. Donc c'est une belle histoire d'amour et d'une jeune fille qui va effectivement suivre un petit peu les traces de son papa. Donc vraiment un coup de cœur pour l'ambiance particulière qu'on trouve dans ce livre-là, donc avec Jeanne Destalentes qui est à l'illustration. Alors des illustrations avec des visages un petit peu figés, mais très très particuliers, mais qui donnent une atmosphère vraiment intéressante au livre. Donc à signaler qu'il a été aussi élu Pépite 2015 au Salon du livre de jeunesse. Donc vous le trouverez, c'est un album première lecture, donc un album vert, ce qu'on appelle un album vert. Un deuxième album, Le peintre qui changea le monde, avec là aussi de très très belles illustrations. Hein, on est toujours
Moi, je suis toujours émerveillée par le talent des illustrateurs. Donc là, c'est une histoire toute simple d'un peintre qui peint les animaux qui, effectivement, il y a très longtemps, il faut le savoir, tout était gris. Les animaux étaient gris, le monde était gris. Et puis, ce jeune peintre, à la mort de son papa, donc prend la relève et va peindre les animaux dans la forêt, dans la savane surtout. Et donc voilà, donc les animaux qui commencent à se ternir viennent le voir, le zèbre, l'éléphant, la girafe, et là il est donc chargé de leur redonner des couleurs. Et puis donc toujours les mêmes couleurs, toujours voilà le même style. Et puis un beau jour, une jeune fille se présente à lui et voudrait avoir son portrait. Alors il lui dit non, moi je ne fais que les animaux, je ne fais pas les portraits, donc voilà je peux pas faire votre portrait. Voilà. Donc c'est une jeune fille qui dit moi j'ai le temps, donc elle insiste un petit peu. Et puis donc qui s'installe on va dire et puis qui attend. Et ce peintre qui peignait donc toujours la même chose est quand même très troublé par cette jeune fille et donc n'est pas indifférent à son charme et commence à être troublé, donc commence à faire des ronds un petit peu moins ronds sur la panthère, des traits un petit peu moins réguliers chez le zèbre, des couleurs un petit peu farfelues pour l'éléphant. Parce que voilà, il est en train de découvrir l'amour et que son esprit est complètement ailleurs et donc voilà et donc déteint sur sa façon de peindre. Donc il est très très embêté quand il voit effectivement les animaux revenir qui ne sont plus aussi parfaits qu'avant. Mais là les animaux le rassurent en lui disant mais non, mais nous on veut continuer, il faut continuer à nous peindre comme ça, nous on est très très heureux comme ça et donc voilà, donc ce qui devait arriver arriva, et donc il tombe amoureux de cette jeune fille, ils vont vivre ensemble, mais surtout, le peintre maintenant ne se refuse plus à mettre de l'émotion dans sa peinture. Voilà. Donc une très très jolie histoire et surtout aussi une très très belle illustration de Justine Brax. Donc ça aussi un album vert, première lecture. Donc mon dernier petit coup de cœur, ça sera un album pour les plus jeunes, pour les plus jeunes, qui s'appelle Merveilleux voisin. Donc là, on a un format aussi que j'aime bien, un format long. Donc là, c'est l'histoire d'un quartier où vivent paisiblement des moutons. Mais un quartier très très tranquille et un petit peu trop tranquille pour un petit mouton là qui est souvent à sa fenêtre et qui se dit il se passe pas grand chose chez moi quoi. Donc voilà, on voit le temps qui défile, les jours de la semaine, les mois et puis voilà. Et puis jusqu'au jour où on voit arriver des loups. Alors c'est un petit peu la panique dans le quartier parce que tous les voisins ont peur, mais ce petit mouton il se dit on fin de l'animation et puis il est très content puisque les loups vont s'installer juste en dessous de chez lui. Donc il y a du changement, donc lui il est ravi, mais au fil du temps, donc les voisins commencent à déménager parce que donc de nouveaux voisins arrivent. Voilà, on peut avoir des vaches, on peut avoir des crocodiles, on peut avoir voilà. Donc là, donc il y en a qui déménagent parce qu'ils ont peur, il y en a qui déménagent parce qu'effectivement on n'est plus entre soi, voilà. Donc c'est cette histoire-là. Donc un bel hommage donc à la diversité. À la différence aussi et donc il y a toujours aussi un petit jeu, il y a un petit képi du gendarme à chercher, il y a toujours plein de petits détails à découvrir donc je pense qu'avec les enfants voilà il y a plusieurs lectures, il y a la lecture et puis après on peut les laisser découvrir les images, découvrir les dessins avec tous les petits détails. Donc c'est à la fois drôle et puis c'est une petite leçon effectivement d'accepter l'autre et puis voilà de la richesse de la diversité. Voilà. Donc un joli petit album que je vous conseille, donc Merveilleux voisin que vous trouverez dans les albums à blanc. Voilà pour moi. Eh bien, bonjour, c'est Monique. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle série de bandes dessinées, 2 documentaires et un petit roman pour les plus jeunes.
Alors, la nouvelle série de BD s'appelle les Campbell. Elle sera rangée en BDJ, dans notre jargon à nous, ce sont les bandes dessinées pour les collégiens. Campbell, c'est qui? C'est un ancien pirate qui a décidé, suite au décès de sa femme, de changer de vie et d'élever ses 2 filles à l'abri des dangers. Alors il s'apprête effectivement à démarrer une vie beaucoup plus calme, mais il va être rattrapé par son passé de pirate et le poids des souvenirs. Je n'en dis pas plus, c'est une nouvelle série familiale, sympathique, très drôle, dans le milieu de la piraterie, ce qui n'est pas si fréquent dans la bande dessinée. Alors maintenant, les 2 documentaires. Génération Robot, le rêve devient réalité. On explique à l'enfant que même s'ils ne sont pas des humanoïdes, les robots sont bel et bien présents dans notre vie. Le côté documentaire est entrecoupé de passages sous forme de petites histoires qui, par exemple, vont raconter le quotidien d'un jeune garçon dans un monde où les robots s'occupent de toutes les corvées ménagères. Mais là où le livre est génial, et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'on a d'autres documentaires sur les robots, c'est que ce documentaire va amener l'enfant à réfléchir. Il ne s'agit pas de dire oui, les robots c'est extra ou non, c'est pas bien. On demande à l'enfant de se poser des questions. Pourquoi, pour qui, comment? Les bons et les mauvais côtés des avancées technologiques en matière de robotique sont exposés, le tout dans un univers coloré et plein d'humour. Voilà, donc un documentaire sur les robots qui fait réfléchir, et c'est vrai que ils occupent déjà une grande place dans notre société, ils vont en occuper une place de plus en plus importante, donc je trouvais intéressant de confronter un petit peu les enfants à ce monde de robots. Le 2e documentaire s'appelle Chouette ou Hibou, 60 paires à ne plus confondre. C'est un documentaire pour les enfants à partir de 8 ans, mais bien au-delà. En fait, c'est un livre qui nous éclaire sur 60 paires qu'on confond souvent, par exemple une basilique et une cathédrale, une couleuvre et une vipère, un marron et une châtaigne, etc. Et ce documentaire s'organise en 6 grands thèmes: les animaux, l'alimentation, la géographie, la mode, le corps humain et la ville. C'est vraiment un bel ouvrage parce que tout y est, le graphisme, la conception, la réalisation. C'est un livre à feuilleter en famille, car les adultes aussi ont parfois des hésitations sur les différences et les nuances entre tous ces mots. Donc j'ai trouvé que c'était un documentaire vraiment original, utile, un vrai plaisir de lecture. Et on terminera par le petit roman Trop fort Tony. C'est un court roman de 42 pages pour les enfants à partir de 8 ans et au-delà, court roman mais très efficace. Alors l'histoire, Tony, c'est un jeune garçon qui aime bien jouer au foot, mais plutôt dans un entraînement virtuel, on va dire, et il n'aime pas trop jouer au foot sur le terrain, ce qui désespère un petit peu son père. Et lors d'un match, un homme va offrir à Tony un produit dopant. Alors il hésite, mais il va succomber à la tentation, il boit en cachette le produit. Grâce au but marqué, il va devenir la star de son club, mais son corps va mal réagir, je raconte pas toute l'histoire. Alors ce qui m'a séduit dans ce petit roman, c'est que c'est un sujet malheureusement toujours d'actualité, qu'il est court et efficace, très réaliste, c'est une bonne mise en garde contre le dopage, il démontre bien les mécanismes de ce phénomène et aussi les raisons pour lesquelles on peut se faire prendre au piège. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'apporter ce genre de thème avec les plus jeunes parce que ils sont très réceptifs et c'est un petit peu de la prévention. C'est pas un thème très souvent traité dans les romans pour les plus jeunes et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Et je passe la parole à Emma. Oui, alors moi je vais vous présenter un sujet beaucoup moins drôle qui parle de maladie et de handicap. Et pour commencer, un livre témoignage, L'été d'Agathe, de Didier Pourquerie, qui nous parle de mucoviscidose en fait. Un livre bouleversant, qui scotche un petit peu. Moi j'ai mis du temps à me relever de mon canapé, mais après qui donne une formidable appétence pour la vie, quoi. On a envie de courir à plein poumon, de respirer. Donc il nous parle là de la maladie de sa fille, atteinte de mucoviscidose, et donc qui est partie à l'âge de 23 ans. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 5000 à 6000 personnes atteintes de cette maladie en France. Et voilà, il nous livre ici son combat et tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Il voulait lui rendre hommage. Donc un livre témoignage que je conseille à lire absolument.
Voilà, donc je vais enchaîner ensuite avec De l'amour en autistan de Joseph Chovanec. Donc Joseph Chovanec qui se dit personne vivant avec un autisme et non pas autiste à part entière. Donc De l'amour en autistan qui nous conte le vécu en fait amoureux de personnes autistes. Il est parti de personnages réels, il a brodé toute une histoire à partir de ces personnages. Donc comment on peut vivre une histoire d'amour entre personnes autistes. Il est l'auteur notamment de Je suis à l'Est. Il assimile en fait l'autiste à une manière différente d'être. Donc il donne la parole aux gens autistes pour montrer la richesse intérieure de ces personnes. Et c'est un livre témoignage également, avec beaucoup d'humour et très agréable à lire. Voilà, je vais enchaîner également avec deux autres documentaires sur le handicap. Un documentaire donc de Stéphane Eliès, qui est pédopsychiatre à l'Université de Genève, et qui a pour titre « J'élève un enfant pas comme les autres ». Donc il suit de nombreux enfants avec des troubles graves du développement. Et voilà, donc c'est un guide d'accompagnement pour toutes les familles en situation de handicap qui veulent trouver des réponses et conseils pour gérer au mieux la vie quotidienne de leur enfant. Donc tout d'abord poser le diagnostic, quelque chose ne va pas chez mon enfant, il faut s'adapter à sa différence, comment l'accompagner au mieux, comment le prendre en charge, organiser son projet de vie, l'aider à l'école. Il pose aussi la question du handicap et le couple et de la fratrie. Donc voilà, toutes les problématiques qui peuvent se poser dans la famille et pour l'entourage. Et comment accompagner au mieux l'évolution de son enfant. Donc c'est un documentaire très clair avec voilà des conseils, des témoignages de parents aussi sur toutes les problématiques que pose le handicap. Donc très intéressant à lire. Et pour finir, si le handicap n'était pas une tragédie, donc de Sylvain Missonnier, donc interroger le handicap comme une valeur positive. Donc bon, le handicap est une épreuve, un traumatisme. Donc c'est quelque chose de tragique, mais c'est pas forcément une tragédie. Donc il nous rappelle en fait le handicap, on a toujours un regard difficile par rapport à ça parce qu'il pose une question sur la différence, sur notre propre vulnérabilité. Et voilà, mais les personnes handicapées donc apportent une plus-value à l'ensemble de la société, un apport qui est d'ordre éthique. Donc c'est un livre très bien écrit, une lecture pour tous, qui invite à réfléchir sur le sens de la vie et des priorités à donner à son existence. Donc c'est surtout l'amour en fait et la créativité qui peuvent faire basculer le destin d'une personne handicapée vers quelque chose de positif. Donc il ne s'agit pas de mettre à niveau un sujet déficient, mais de faire grandir ce qu'il est, de vivre avec lui. Donc il y avait le témoignage d'une maman qui a dit « La difformité fait partie de la vie. Je suis un arbre tordu au milieu d'arbres qui poussent droit, mais certains arbres tordus sont plus robustes et vivent plus longtemps que les arbres droits. » Voilà. Donc j'ai trouvé cette phrase très très belle. Voilà, donc je vous invite à lire ces ouvrages, ils se retrouvent au pôle santé. Eh bien, et je passe la parole à Eve. Merci Emma, donc bonjour, c'est Eve. Alors moi comme c'est le printemps et qu'on a besoin d'adrénaline pour sortir des fois de la torpeur de l'hiver, j'ai choisi deux bouquins qui vont vous secouer, mais alors vraiment vous secouer et vous tenir en éveil pour très longtemps. Alors le premier, c'est le dernier roman de Sandrine Colette, Il ne reste que la poussière. C'est un roman qui est très âpre, très dur, qui se déroule en Patagonie. Et le deuxième, c'est le récit de l'aventurier Mike Horn, Vouloir toucher les étoiles. C'est un récit de vie qui vous remet à votre juste place sur cette grosse planète. Et vous allez voir, c'est formidable. Alors le premier, Il ne reste que la poussière, donc se passe en Patagonie au début du siècle, au pied de la cordillère des Andes. Alors dans une modeste hacienda égarée sur une terre hostile, aride et froide, une famille vit repliée sur elle-même
et elle élève à l'ancienne taureaux et moutons. Alors l'entreprise familiale est gérée d'une main de fer par la mère. Elle portera ce nom tout au long du roman, on ne connaît pas son prénom. C'est une femme sèche, rustre, acariâtre, et son cœur vraiment est aussi sec que la terre qu'elle habite. Alors à défaut d'amour, elle nourrit sa famille à la violence. Autour d'elle, elle a 4 fils, 4 bêtes de somme, c'est le cas de le dire. Moreau et Joaquin, les aînés, jumeaux de 18 ans, puis il y a Esteban, de 2 ans leur cadet, et enfin Raphaël, 12 ans. Alors les enfants, ils ont grandi à la dure. Les aînés, ils sont taiseux et complètement ignares. Ils ont fait du petit leur souffre-douleur. Esteban, le simplet de la famille, lui est considéré, c'est un peu le témoin muet de leur sadisme. Et la mère laisse faire toute cette violence en fait. Alors Esteban, il est mutique depuis qu'il a 4 ans. En fait, il est bridé par un terrible secret. Il a vu sa mère partir une nuit avec le cadavre du père hissé sur un cheval. Et au matin, elle est rentrée seule et elle a dit que le père s'était fait la malle, qu'il était parti. Et en fait, pour essuyer un énième jour de beuverie du père, ce jour où il a failli mettre le feu à la grange, la mère l'a tué à coups de botte jusqu'à ce qu'il crève. Puis elle s'est débarrassée du corps dans un marécage. Et quand elle a donné naissance à Raphaël, le petit dernier, 9 mois après le départ de ce père, Moreau, l'aîné, il a nourri une haine viscérale pour le petit, l'étranger, le traître. Et depuis, il l'éduque à coups de torgnole et de coups de poing. Et pourtant, ce petit Raphaël, il garde en lui une espièglerie joyeuse, qui est vraiment à toute épreuve. Il est habité d'un feu passionné pour la nature, pour les animaux, qu'il est le seul à respecter dans cette famille de tarés. Ces moments de solitude à garder les troupeaux sur son cheval, des jours durant, au contact de la nature, sont pour lui des moments vraiment de bonheur, d'évasion. Et ce Raphaël, il incarne vraiment la curiosité et l'espoir du changement. Et comme distraction, une fois par mois, la mère descend à la ville avec ses 2 aînés pour rendre visite à son banquier et miser aux cartes au troquet du coin. Et un jour, elle est complètement ruinée et elle joue l'un de ses fils aînés, Joaquin, aux cartes. Et elle le perd. Et ça va être le début d'une fin annoncée qui va complètement faire se déliter cette famille. Alors c'est un roman plein de fureur, qui est vraiment à la hauteur de la sauvagerie de la nature qui lui sert d'écrin. Un écrin hostile pour une famille qui a la violence comme unique langage, une famille qui se meurt, alors que la société est en marche et qu'une nouvelle économie s'installe. Voilà. Vraiment à lire pour l'été, c'est super. Si vous voulez vous réveiller, vous allez voir, ça va vous réveiller. Alors ensuite, le récit de Mike Horn, Vouloir toucher les étoiles. Donc il faut savoir que c'est un aventurier de l'extrême, vous avez certainement dû entendre parler de lui. Il est né en Afrique du Sud, en plein apartheid, d'une mère qui était professeure et d'un père directeur d'école et prof de sport. Et ses parents l'ont élevé, lui et ses 3 frères et sœurs, en leur donnant toujours la possibilité d'essayer, d'aller de l'avant, sans leur mettre des freins du style « tu peux pas faire ça, ça c'est pas pour toi ». Et donc il a fait plein d'expériences. Une des dernières, par exemple, il a descendu l'Amazone, le plus long fleuve du monde. Il a survécu 4 jours à la morsure d'un serpent. Il a bouclé le tour du pôle Nord durant la longue nuit polaire. Et donc il a gravi aussi 4 sommets à la suite de plus de 8000 mètres en Himalaya, sans oxygène, sans corde, en style alpin pur. Alors dans ce récit, ce conquérant de l'impossible se dévoile, il parle de ses motivations profondes, de ses inspirations. Son père, qui par exemple à l'âge de 8 ans, lui a appris à regarder au-delà du mur. Et Cathy, sa femme, ce qu'il appelle sa croix du Sud, qui a été récemment emportée par la maladie, et dont l'esprit l'accompagne à chacun de ses pas. Alors il a une perception du monde et toujours une volonté de regarder au-delà, qui est nichée en lui depuis son enfance, dans cette éducation qu'il a reçue. Et il dévoile un sens spirituel aigu, où son rapport à la vie comme à la mort résonne avec des sagesses des peuples premiers. Il évoque notamment les relations fortes qu'il entretient avec les plus grands himalayistes, et il fait le portrait d'hommes touchants dont la philosophie rejoint celle qui l'anime. Donc je vais vous lire la préface de son bouquin pour vous donner un petit peu plus envie. Des ailes. Enfant, j'ai reçu ce cadeau magnifique. Entre mon père et moi, il y avait un contrat. J'étais libre d'aller où je voulais, mais à 6 heures du soir, pas une minute à perdre, je devais être rentré à la maison. Avant cela, je n'avais aucune limite, aucun interdit. Je pouvais atteindre le bout du monde.
Mais elles m'ont porté loin, très loin. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. J'aurais dû mourir 10 fois, mais je suis toujours là. La vie m'a réservé une épreuve pire que les autres, je l'ai absorbée, je suis passé. Car l'homme, j'en suis convaincu, est un chercheur, de lui-même, des autres, du monde. L'obstacle aussi, c'est une chance. Il permet de s'améliorer, de grandir. Dans la difficulté, réduit à mes seuls réflexes, j'ai toujours laissé parler ce que j'avais au plus profond de mon être. Dans la jungle amazonienne, je mangeais quand j'avais faim en tuant des alligators. Je n'avais pas de fusil, je n'avais pas de radio, je n'avais pas de réchaud à gaz. J'avais la terre, le fleuve et les étoiles. J'ai ainsi parcouru 40 000 kilomètres en suivant l'équateur. Je suis revenu à mon point de départ, riche d'une expérience unique. Le moindre scorpion rencontré en chemin, la moindre goutte d'eau tombée de la canopée, le plus petit feulement d'un animal, je l'ai intégré à ma vie. Ces dernières années, j'ai parcouru l'Himalaya, j'ai tracé ma route au large de la Somalie, j'ai senti le vent du désert et la présence des talibans. J'ai vu mourir des amis en haute montagne. J'ai eu des hauts magnifiques et des bas terribles. Mais j'ai gardé le cap. Pour continuer à ressentir ces émotions irremplaçables, explorer les coins les plus inaccessibles de la planète, et transmettre aussi aux plus jeunes le goût de la liberté. Cette liberté qui offre un espace infini à la vie. Donc voilà, vous l'avez compris, que vous soyez déprimé ou au contraire que vous ayez envie d'un électrochoc, lisez Vouloir toucher les étoiles de Mike Horn. C'est une leçon de liberté et d'humilité trempée dans l'acier. Voilà, je laisse la place à Yves. Bien, alors moi ça va être un peu plus court, j'aurai juste 2 livres et peut-être un petit peu moins porté sur le printemps et les nouvelles expériences. 2 documentaires. Le premier s'appelle Mohican avec un S, et il est écrit par Denis Robert. Alors Denis Robert, c'est un journaliste que vous avez peut-être déjà entendu le nom, parce que c'est lui qui a révélé il y a une petite dizaine d'années l'affaire Clearstream. Et puis tous les procès qui s'en sont suivis et les personnes qui ont été impliquées, ça lui a pris à peu près 10 ans de procédure qu'il a gagné au final dans les tribunaux. Il revient là avec un documentaire donc sur Charlie Hebdo. Il faut savoir donc que déjà ce documentaire a été a commencé à être écrit avant les attentats de Charlie Hebdo l'année dernière, et donc il a été terminé par contre après. Donc le livre est entre les deux, il se situe au milieu de ce moment-là. Denis Robert revient déjà sur le Charlie Hebdo des années 60 qui a succédé à Harakiri, et s'attarde par la suite sur sa résurrection des années 90 par Philippe Val et Cabu. C'est un documentaire journalistique assez pointu dans le style de Denis Robert, c'est-à-dire extrêmement documenté, énormément d'entretiens, de témoignages. Mais le parti pris ici de Denis Robert, c'est plutôt de montrer en quoi la nouvelle formule de Charlie Hebdo, celle des années 90, était en contradiction totale avec l'esprit du Charlie Hebdo originel, celui du professeur Cheron et de Cavana. Voilà, donc le livre en lui-même est plutôt à charge. Il faut savoir qu'au moment où le livre est sorti, à l'automne de cette année, de l'année 2015, Philippe Val a écrit un livre contre, ou plutôt en réponse. En tout cas, il l'a écrit plus rapidement que Denis Robert, puisqu'il l'a sorti au final avant la sortie de Mohican. Donc vous avez 2 livres qui sont consacrés, on va dire, au Charlie Hebdo nouvelle formule, mais celui-ci a l'avantage d'être fait par un journaliste déjà qui n'a pas jamais fait partie de la rédaction de Charlie Hebdo, et qui part des origines du projet et de la philosophie, on va dire, humoristique de l'équipe de Charlie Hebdo et Harakiri. Voilà, donc c'est ce documentaire que vous avez trouvé au pôle société en 302. C'est la cote qui concerne plutôt les médias. Voilà. Et le second livre, alors là c'est plutôt une curiosité, c'est un livre sur le cinéma qui s'appelle Cinema Hermetica. Il est écrit par Paco Mtielman. Alors là aussi, je m'attarde 2 secondes sur l'auteur, puisque c'est plutôt la vision de l'auteur qui est intéressante sur ce livre. Il reprend une bonne dizaine de films, depuis la naissance du cinéma jusqu'à maintenant, de films entre guillemets cultes. D'ailleurs, le sous-titre du film, du livre, s'appelle Vos films cultes, comme vous ne les avez jamais vus, et c'est effectivement bien le cas. C'est-à-dire que Paco Mtielman aborde le cinéma
comme il l'a déjà fait auparavant avec la musique, avec Charlie Hebdo. Il avait fait aussi un petit livre sur Charlie Hebdo. Il les aborde de manière, il aborde la pop culture de manière générale, comme si c'était une nouvelle spiritualité de la société occidentale actuelle moderne. Et donc pour lui, le cinéma, tel qu'il a été créé au départ et jusqu'à maintenant, via les œuvres dont il parle dans ce livre, est pour lui une continuation de la religion hermétique, c'est-à-dire celle qui était transportée à l'époque par les nomades, et qui a traversé toutes les religions, les trois grandes religions monothéistes de l'Occident, et qui s'est perdue avec la sédentarisation du monde à la fin du XIXe siècle jusqu'à présent. À partir de ce point de vue-là, il va prendre les films les uns après les autres par ordre chronologique duquel ils ont paru. Donc on retrouvera Nosferatu, à la fois le Nosferatu de Murnau, mais aussi celui d'Herzog qui est plutôt des années 80, je crois, ou 90, je me souviens plus. Fritz, on trouve Le Locataire de Polanski, Suspiria, on a Monsieur Arkadine, Chinatown de Polanski aussi, Nymphomaniac de Lars von Trier, et Shining de Stanley Kubrick. Et donc il décrypte tous ces films cultes sous ce prisme-là de qu'est-ce qu'il apporte aux spectateurs, en quoi chaque film est un moyen de s'initier à une spiritualité selon l'auteur en tout cas plutôt agnostique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, chaque film est un monde créé par un espèce de dieu qui serait le réalisateur, à l'image du réalisateur. C'est une nouvelle manière c'est une manière de relire certains films qu'on a vus pour la plupart plusieurs fois, et de les placer surtout dans la sphère culturelle d'une manière assez neuve. Donc c'est assez réjouissant, c'est écrit plutôt de manière avec beaucoup de second degré, même si c'est fait très sérieusement, c'est pas du tout un essai humoristique. C'est fait très sérieusement, mais c'est assez léger aussi, donc ça se lit très facilement. Et c'est donc une belle manière de revoir ou de voir, parce que c'est aussi une liste de films cultes qu'on n'a pas forcément tous vus et qui sont tous intéressants pour avoir une vision de l'histoire du cinéma. Donc Cinéma Hermetica que vous trouverez au rayon cinéma à l'entrée de la bibliothèque. Voilà pour notre podcast du mois. J'ai oublié de parler des 2 animations qu'on aura à la fin du mois d'avril, donc j'y reviens. On aura un story time prévu le samedi 30 avril. Je sais pas si on aura fait un nouveau podcast d'ici là, donc j'en parle quand même. Donc le story time qui aura lieu samedi 30 avril pour les 7-11 ans à 10h30. Et le café lecture, le prochain café lecture qui aura lieu lui le 25 avril à 14h. Voilà, donc pour ce podcast de la fin du mois de mars. Bye bye. Et au mois prochain.